Chers étudiants, bonjour dans notre troisième cours de la matière Principes du marketing. Le cours d'aujourd'hui fait partie du premier chapitre Concept et environnement marketing. Ce chapitre est composé de 3 cours. Le premier cours, on a vu le concept du marketing. Le deuxième cours portait sur l'environnement du marketing. Et le troisième cours d'aujourd'hui, on va voir la stratégie marketing qui est la segmentation, le ciblage et le positionnement. Pour vous rappeler, la démarche marketing consiste sur 5 étapes. La première étape est de comprendre le marché. Deuxième étape, concevoir la stratégie marketing. La troisième étape, élaborer un plan opérationnel. Quatrième étape, bâtir et maintenir des relations avec les clients. Et la cinquième étape, c'est de capter la valeur client. Donc, maintenant, après la compréhension du marché, on passe à la deuxième étape qui est concevoir une stratégie. Concevoir une stratégie, donc, consiste à établir ou faire des segmentations de marché, faire le ciblage et le positionnement. Et nous avons précédemment noté qu'un marché spécifique est caractérisé par de nombreuses variables. Il est essentiel pour le responsable marketing de bien comprendre les caractéristiques de marché et d'anticiper les changements qui peuvent s'y produire. Cela lui permettra d'ajuster sa stratégie et d'aspirer à une domination sur ce marché. Donc, durant le cours d'aujourd'hui, on va voir les 3 étapes essentielles dans la stratégie marketing, qui est la segmentation, le ciblage et le positionnement. Donc, pour préparer une stratégie marketing, la plupart des entreprises suivent une approche en 3 étapes. La première étape, c'est la segmentation des marchés, c'est-à-dire découper le marché en sous-ensembles homogènes, puis analyser le profil des segments ainsi identifiés. La deuxième étape, le ciblage, c'est d'évaluer l'attrait relatif de chaque segment et choisir ceux sur lesquels l'entreprise concentrera ses efforts. La troisième étape est le positionnement, c'est-à-dire de concevoir une offre adaptée à la cible choisie et développer le marketing mix correspondant. Ici, donc, la segmentation est basée sur l'idée que les consommateurs d'un marché, quel qu'il soit, ont des comportements d'achat hétérogènes. Cette réalité implique qu'une approche uniforme ne peut guère répondre aux besoins divers des différents consommateurs. Par conséquent, les entreprises doivent diviser le marché en plusieurs sous-marchés homogènes afin d'adapter leur stratégie aux caractéristiques spécifiques de chaque segment. Donc, la segmentation des marchés se révèle être un outil crucial pour le marketing d'une entreprise et d'un côté, elle permet une meilleure connaissance des besoins des clients et par conséquent une meilleure satisfaction de ces besoins. D'un autre côté aussi, elle facilite l'élaboration d'un plan d'action marketing adapté aux spécificités de chaque groupe ciblé, également connu sous le nom de segment cible. La segmentation et le ciblage constituent la première étape de tout processus de planification stratégique, souvent utilisé pour définir les objectifs de marché ainsi que les politiques commerciales en termes de produits, de distribution, de communication et de prix. On passe maintenant au premier élément de la stratégie marketing, la segmentation du marché. Qu'est-ce que ça veut dire la segmentation du marché? Donc la segmentation du marché consiste à étudier l'ensemble du marché et à le décomposer en plusieurs sous-ensembles distincts et homogènes. Segmentation du marché aussi, c'est diviser un marché en groupes distincts d'acheteurs ayant des besoins, des caractéristiques ou des comportements différents
et qui pourraient nécessiter des stratégies ou des plans marketing séparés. En d'autres mots, segmenter un marché signifie prendre un grand marché hétérogène et le diviser en plusieurs segments relativement homogènes. Ici, il faut prendre en considération que le marché global est trop vaste et les acheteurs sont trop nombreux, trop dispersés et trop hétérogènes pour qu'une entreprise puisse opter pour une stratégie qui satisferait tous les consommateurs. Après avoir analysé minutieusement le marché total, l'entreprise doit sélectionner une plusieurs portions de marché qui semblent les plus compatibles avec ses objectifs et ses ressources, des portions auxquelles elle adaptera alors son plan marketing. La nécessité de segmenter ou de diviser le marché en sous-groupes n'est pas toujours présente. Cela dépend du degré initial d'homogénéité du marché et de la rentabilité potentielle de la segmentation. Lorsque le marché est homogène, c'est-à-dire qu'il présente un comportement uniforme, par exemple pendant une période de récession ou là en proposant un concept standard unique, cela rendra le produit plus accessible sur le marché et mieux adapté aux besoins des clients. Dans de tels cas, on parle souvent de contre-segmentation. En revanche, lorsque le marché est très fragmenté et que les besoins des consommateurs ainsi que leur sensibilité à l'offre varient considérablement, il est avantageux pour l'entreprise de segmenter le marché autant que possible. On parle alors d'hypersegmentation ou de microsegmentation. L'hypersegmentation offre l'avantage de mieux satisfaire le client. Cependant, elle présente un risque financier considérable pour l'entreprise car les coûts associés sont très élevés. On passe maintenant aux avantages de la segmentation. Pourquoi on segmente le marché? D'abord, la segmentation sert à comprendre le comportement d'achat des consommateurs dans un marché donné. Il est évident que la segmentation d'un marché nécessite une analyse approfondie des caractéristiques des clients, de leurs besoins exprimés et de leurs réactions tout au long du processus d'achat. Par exemple, les études de marché démontrent que les consommateurs ont des motivations variées lors de l'achat de dentifrice. Certains souhaitent avoir des dents blanches, prévenir les caries et l'usure de l'email, bénéficier d'une bonne haleine ou simplement rechercher un produit peu coûteux. Deuxième avantage, c'est d'accroître l'efficacité des marketing ou bien des actions marketing. La segmentation des marchés permet d'optimiser les actions marketing de l'entreprise en adaptant le produit, la communication, la distribution et le prix en fonction des segments cibles. Les coûts opérationnels peuvent être réduits. Cependant, il est essentiel de choisir le bon concept et d'évaluer son efficacité par rapport aux résultats et aux coûts, c'est-à-dire les résultats obtenus comme les ventes d'un produit, la notoriété de la marque, etc., par rapport au coût des opérations comme la conception d'un produit au niveau des prix, etc. Donc la segmentation du marché permet donc à l'entreprise de choisir les groupes de consommateurs ou segments cibles qu'elle attachera à satisfaire avec une offre adaptée. Le troisième avantage, c'est d'augmenter la satisfaction des clients. En ciblant des groupes de consommateurs spécifiques et en leur proposant une offre adaptée, la segmentation du marché permet d'accroître la satisfaction des différents segments et par conséquent la satisfaction globale du marché. Maintenant, comment segmenter le marché? C'est-à-dire quels sont les critères de la segmentation. Il existe de multiples critères de segmentation et chacune présente des avantages et des inconvénients. Les critères de segmentation envisageables sont souvent groupés autour de 4 principales bases de segmentation. C'est la segmentation géographique,
socio-démographique, psychographique et comportemental. Le tableau que vous voyez présente ces bases et des exemples de critères qui leur sont associés. Dans la base de segmentation géographique, on trouve les pays, les régions, les villes, la densité populaire, urbaine, périurbaine, rurale, etc. Donc, dans la base de segmentation socio-démographique, on trouve les critères comme l'âge, le sexe, le revenu, le niveau d'instruction, la religion, etc. La troisième base de segmentation, c'est la segmentation psychographique. On trouve des critères comme la personnalité et caractère, attitude, style de vie, etc. Et la segmentation à la base comportementale, on trouve des critères comme l'occasion d'achat, niveau de fidélité, sensibilité aux actions marketing. Ces critères serviront à faire en sorte que les segments de consommateurs soient homogènes afin que leurs besoins et leurs réponses aux efforts de marketing soient similaires. Passons maintenant à la première critère de segmentation, la segmentation géographique. Une segmentation géographique consiste à découper le marché en unités territoriales, comme les pays, régions, départements, villes, quartiers, etc. La segmentation géographique suppose que le comportement d'achat des consommateurs appartenant à un même marché varie d'une région géographique à une autre. Les principaux secteurs qui utilisent aujourd'hui la segmentation géographique sont le commerce et la distribution, les services financiers et de même que les industries. Selon de nombreux spécialistes en marketing, la segmentation géographique est l'un des plus simples à réaliser des faits et des frontières naturelles qui existent déjà entre les différents segments et de la facilité à les déceler au moment d'entreprendre des actions marketing. Par contre, son utilisation est très coûteuse en raison de la quantité énorme d'informations qu'elle requiert et de la nécessité de mettre à jour continuellement les données collectées. La deuxième base de segmentation, la segmentation socio-démographique. Donc la segmentation socio-démographique divise le marché en segments basés sur des variables telles que l'âge, le genre, le revenu, la profession, l'éducation, la religion, l'origine ethnique et la génération. La segmentation socio-démographique repose sur l'hypothèse que les différences dans les caractéristiques socio-démographiques des clients expliquent en grande partie les différences dans leur comportement de consommation. Les critères socio-démographiques sont largement utilisés pour segmenter un marché en raison de deux principales raisons. Tout d'abord, ces caractéristiques ont une forte influence sur le comportement d'achat des individus. De plus, ces variables sont relativement faciles à mesurer. Même si la description de la cible se base sur d'autres critères tels que la personnalité ou les bénéfices recherchés dans un produit, les variables sociodémographiques sont utilisées pour évaluer le nombre de clients concernés et déterminer les médias et canaux de distribution appropriés pour atteindre ces individus. Ce tableau que vous voyez présente la segmentation sociodémographique à la base des critères d'âge, de sexe, de revenu, de profession, de taille du foyer, situation géographique, type d'habitat avec des exemples de marché selon ces critères. Un exemple par exemple de segmentation du marché basé sur l'âge dans le secteur du vêtement ou bien d'habillement. On trouve par exemple des segments des enfants qui ciblent les consommateurs âgés de 0 à 2 ans. Les vêtements pour enfants sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des enfants en termes de taille, de confort et de motifs adaptés à leur âge. On trouve des segments, par exemple des adolescents. Ce segment cible les consommateurs âgés, par exemple, de 13 à 19 ans. Les vêtements pour adolescents sont axés sur la tendance de la mode, l'expression individuelle et la recherche d'une identité.
Les styles, les couleurs, les marques populaires auprès des adolescents sont des éléments clés de ce segment. On trouve aussi un autre segment qui est le segment du jeune adulte. Ce segment cible les consommateurs âgés par exemple, de 20 à 35 ans. Et les vêtements pour jeunes adultes sont souvent axés sur la mode, la fonctionnalité et le confort. Ce segment peut inclure des revenus de travail, des tenues euh, décontractées et des articles de mode tendance adaptés à ce groupe d'âge. Il y a aussi un autre segment, c'est le segment des adultes plus âgés. Ce segment cible les consommateurs âgés de 36 ans et plus. Les vêtements pour adultes plus âgés peuvent se concentrer sur le confort, la qualité et le style intemporel. Ce segment peut également inclure des vêtements adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées, tels que des vêtements faciles à enfiler. D'autres exemples, par exemple de segmentation du marché des produits en fonction du revenu. En fonction du revenu, on peut trouver par exemple, segments. Des segments des produits haut de gamme et segments de produits bas de gamme. Dans le segment de produits haut de gamme, ce segment vise les consommateurs ayant un niveau de revenu élevé et recherchant des produits de qualité supérieure, exclusive et luxueux. Les marques de produits haut de gamme se concentrent sur des matériaux de haute qualité, un design sophistiqué, des fonctionnalités avancées et une expérience client haut de gamme. Ces produits sont généralement accompagnés d'un prix élevé qui correspond à leur valeur perçue. Deuxième segment, c'est le segment des produits bas de gamme. Ce segment cible les consommateurs ayant un niveau de revenu plus modeste et recherchant des produits abordables. Les marques de produits bas de gamme se concentrent sur des prix compétitifs, une fonctionnalité de base et une accessibilité pour un large public. Ces produits visent à répondre aux besoins essentiels des consommateurs à un prix abordable. Dans chaque segment, les marques adaptent leur positionnement, leur stratégie de prix, leur communication et leur distribution pour atteindre leur public cible. Les produits haut de gamme mettent l'accent sur l'exclusivité, le prestige et le service personnalisé, tandis que les produits de bas de gamme concentrent sur la valeur, l'accessibilité et la simplicité. Il convient de noter que la segmentation basée sur le niveau de revenu peut également inclure des segments intermédiaires tels que les produits de gamme moyenne qui visent les consommateurs ayant un revenu moyen et recherchant un bon rapport qualité-prix. D'autres exemples, par exemple, pour les segments à la base des professions. On trouve des segments, par exemple, des professionnels de la santé. Ce segment, par exemple, cible les professionnels de la santé tels que les médecins, les infirmières et les pharmaciens. Ces individus peuvent avoir des besoins spécifiques liés à leur profession tels que des uniformes médicaux, des chaussures confortables et des instruments médicaux spécialisés. Les marques ciblant ce segment peuvent se concentrer sur la durabilité, l'hygiène, l'ergonomie des produits. Aussi, on peut citer un autre exemple, par exemple l'exemple de segmentation du marché automobile en fonction de la taille du foyer. On trouve généralement trois segments, c'est le segment du couple sans enfants, on trouve des segments des familles avec enfants, et on trouve des segments des familles nombreuses. Pour le segment du couple sans enfants, ce segment cible les couples qui n'ont pas encore d'enfants ou qui ont choisi de ne pas en avoir. Ces consommateurs peuvent rechercher des voitures plus petites et économiques adaptées à leurs besoins et mobilité en couple. Les marques ciblant ce segment peuvent mettre l'accent sur l'efficacité énergétique, le confort des sièges avant
et la maniabilité en milieu urbain. Dans le deuxième segment, c'est le segment des familles avec enfants. Ce segment vise les familles qui ont des enfants à charge. Ces consommateurs peuvent avoir besoin de voitures plus spacieuses et polyvalentes pour accueillir les membres de famille et de leurs affaires. Les marques ciblant ce segment peuvent se concentrer sur la sécurité, l'espace de rangement, les fonctionnalités familiales telles que les sièges d'appoint intégrés et les systèmes de divertissement pour les enfants. Le troisième segment, c'est le segment par exemple des familles nombreuses. Ce segment cible les familles qui ont un grand nombre d'enfants ou qui ont des besoins spécifiques en termes d'espace et de capacité. Ces consommateurs peuvent rechercher des véhicules à trois rangées de sièges euh, offrant suffisamment de place pour accueillir tous les membres de famille et leurs bagages. Les marques ciblant ce segment peuvent mettre l'accent sur la capacité, par exemple la capacité de passagers, la flexibilité des sièges et les caractéristiques de sécurité avancées. Chaque segment de taille de foyer automobile a des besoins spécifiques en termes d'espace, de capacité et de fonctionnalité. Les marques automobiles peuvent adapter leur offre en fonction de ces exigences en proposant une gamme de modèles qui répondent aux besoins des différents segments. La segmentation basée sur la taille de foyer permet aux entreprises d'optimiser leur marketing et leur développement de produits pour atteindre efficacement chaque groupe de consommateurs. Troisième type de segmentation, la segmentation psychographique. Ce type de segmentation décrit la façon de vivre d'un individu ou d'un groupe et concerne les styles de vie, les valeurs et la personnalité. Les entreprises utilisent beaucoup la segmentation psychographique, souvent très pertinente pour expliquer les comportements d'achat. Sur le plan pratique, la complexité de réaliser la segmentation psychographique réside dans la nature plus ou moins subjective de ces facteurs, ce qui rend difficile l'interprétation des résultats. Néanmoins, cette segmentation présente l'avantage de fournir une analyse approfondie du consommateur, ce qui est essentiel pour comprendre son comportement et évaluer la stabilité euh, des critères étudiés. Le style de vie d'un individu se définit comme la résultante globale de son système de valeurs, de ses attitudes, de ses activités et de son mode de consommation, alors que les valeurs se définissent, quant à elles, comme les croyances permanentes de l'individu selon lesquelles un mode donné de conduite ou d'existence paraît personnellement et socialement préférable à tout autre. Les valeurs et les styles de vie, comme base de segmentation, présentent l'avantage d'être plus stables et plus globaux que la personnalité et les attitudes. À titre d'exemple, comme vous voyez dans ce tableau, la segmentation du marché automobile basée sur les critères de style de vie, on trouve le segment des aventuriers, le segment des citadins, le segment des amateurs de luxe et le segment des éco-responsables. Pour le segment des aventuriers, ce segment cible les consommateurs qui ont un style de vie actif et qui aiment les activités de plein air et les aventures. Ces consommateurs peuvent rechercher des véhicules tout-terrain robustes et polyvalents adaptés à leurs besoins d'exploration et de voyage. Les marques ciblant ce segment peuvent mettre en avant des fonctionnalités telles que la capacité de remorquage, les systèmes de traction intégrale et les accessoires pour équipements de plein air. Deuxième segment, c'est le segment des citadines. Ce segment
vise les consommateurs qui vivent et travaillent principalement en milieu urbain. Ces consommateurs peuvent privilégier des véhicules compacts, faciles à garer et économiques en termes de consommation de carburant. Les marques ciblant ce segment peuvent se concentrer sur la maniabilité en milieu urbain, les technologies de connectivité et les caractéristiques de sécurité adaptées à la conduite en ville. Troisième segment, c'est le segment des amateurs de luxe. Ce segment cible les consommateurs qui apprécient le luxe, le confort et les caractéristiques haut de gamme. Ces consommateurs peuvent rechercher des véhicules dotés d'intérieurs luxueux, de technologies avancées et de performances supérieures. Les marques ciblant ce segment peuvent mettre en avant des matériaux de qualité, des systèmes audio haut de gamme et des fonctionnalités de conduite assistée. Quatrième segment, c'est le segment des éco-responsables. Ce segment vise les consommateurs qui accordent une grande importance à l'impact environnemental de leur choix de consommation. Ces consommateurs peuvent rechercher des véhicules électriques, hybrides ou à faible émission de carbone. Les marques ciblant ce segment peuvent mettre l'accent sur l'efficacité énergétique, les technologies de propulsion alternative et les matériaux durables. Le troisième type de segmentation est la segmentation comportementale. La segmentation fondée sur le comportement consiste à découper le marché des consommateurs non pas en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et identitaires, mais de leurs achats, motivations, attitudes et expériences à l'égard du produit. Dans la segmentation comportementale, on peut s'appuyer sur plusieurs critères. Par exemple, la situation d'achat ou de consommation. En tant que critère de segmentation, cela signifiait qu'il est utilisé pour diviser le marché en groupes distincts en fonction des différentes situations dans lesquelles les consommateurs se trouvent lorsqu'ils achètent ou utilisent un produit. Par exemple, les sociétés peuvent segmenter leur marché en considérant des situations telles que l'achat en ligne, l'achat en magasin physique, l'achat lors des événements spéciaux, l'achat en voyage, etc. Chaque situation d'achat peut être associée à des comportements de motivation et des besoins spécifiques. Deuxième critère de segmentation pour la segmentation comportementale, on trouve les avantages recherchés dans le produit. Ça veut dire que les motivations d'achat pour un même produit peuvent varier considérablement. Par exemple, lorsqu'il s'agit de choisir un dentifrice, les motivations peuvent être multiples, telles que le goût agréable, une haleine fraîche, la prévention des caries, la protection des gencives ou encore un prix abordable. L'entreprise a alors la possibilité de sélectionner la motivation sur laquelle elle souhaite se concentrer ou de créer un produit qui répond à cette attente spécifique, puis de communiquer un message adapté au groupe de clients recherchant cet avantage particulier. Troisième critère aussi de segmentation dans la segmentation comportementale est le statut d'utilisateur et les niveaux d'utilisation. Il est possible de diviser de nombreux marchés en différentes catégories, notamment les non-utilisateurs, les anciens utilisateurs, les utilisateurs potentiels, les utilisateurs occasionnels et les utilisateurs réguliers des produits. Dans le domaine du marketing social, il est nécessaire d'adapter les magasins en fonction du statut de l'utilisateur lorsqu'il s'agit de lutter contre les drogues ou le tabac, par exemple. Par exemple, pour le tabac, l'objectif pour être de dissuader les non-fumeurs de commencer, d'encourager les fumeurs de réduire leur consommation ou à arrêter complètement. Cependant, on se heurte au dilemme de gros utilisateurs.
Ceux qui sont les plus concernés sont souvent les moins réceptifs aux arguments contre la consommation. Dans le cas de la lutte contre le tabac, il peut être judicieux de concentrer les efforts sur les gros fumeurs, bien qu'ils résistent fortement au message anti-tabac. Il est donc important d'adapter le message en fonction de la difficulté de l'action souhaitée par le destinataire du message. De nombreux marchés sont également segmentés en fonction du niveau d'utilisation, distinguant ainsi les faibles, les moyens et les gros utilisateurs. Les gros utilisateurs sont généralement moins nombreux, mais ils représentent une part importante du volume total de consommation. Pour que la segmentation par niveau d'utilisation soit efficace, il est essentiel que les gros utilisateurs d'un produit présentent des caractéristiques communes et partagent des habitudes similaires en termes d'exposition aux médias. Quatrième critère de segmentation comportementale est l'étape du processus d'achat. Les clients d'un marché donné se trouvent à divers stades de progression vers l'acte d'achat. On peut distinguer ceux qui sont totalement ignorants des produits, ceux qui ont simplement connaissance, ceux qui sont relativement bien informés à son sujet, ceux qui sont intéressés par le produit, ceux qui ont le désir de l'acquérir et enfin ceux qui ont l'intention de l'acheter dans un futur proche. La répartition des clients entre ces différentes catégories revêt une importance capitale lors de l'élaboration d'un plan marketing. Le cinquième critère de segmentation dans la segmentation comportementale, le statut de fidélité. Ce critère exprime le degré de fidélité qu'un utilisateur éprouve à l'égard d'une marque ou d'une entreprise. Il permet de distinguer plusieurs segments. Les exclusifs qui achètent systématiquement la même marque, les multifidèles qui achètent régulièrement 2 ou 3 marques, les changeurs fidèles qui passent durablement d'une marque à une autre, les consommateurs qui changent de marque en permanence. Le sixième critère de segmentation dans la segmentation comportementale est l'attitude. On peut distinguer les consommateurs enthousiastes, positifs, indifférents, négatifs et hostiles. Par exemple, parmi les clients fidèles, on peut faire des distinctions en fonction de leur degré d'attachement à la marque. Les vrais fidèles entretiennent une relation très forte avec la marque. Ils la perçoivent comme étant de qualité, lui font confiance et lui sont fortement attachés. Par conséquent, ils semblent peu enclins à changer de marque. Les inertes, quant à eux, rachètent la même marque par habitude et sans être réellement attachés à celle-ci. Ils le font par inertie afin d'éviter de rechercher des alternatives. Enfin, les détachés n'ont ni relation affective ni motivation particulière pour acheter la marque. Les achats répétés de la même marque expliquent par les opérations marketing qui la concernent ou par sa présence constante dans les rayons. Cette troisième catégorie est la plus difficile à fidéliser, car une augmentation des prix ou une rupture de stock dans les points de vente les inciterait probablement à se tourner vers les concurrents. De même, on peut segmenter les non-utilisateurs d'une marque en fonction de leur propension à l'essayer en distinguant les consommateurs totalement disponibles qui ont de faibles chances d'essayer la marque car ils sont très attachés à un concurrent,
On peut aussi distinguer les consommateurs assez peu disponibles qui préfèrent actuellement d'autres marques et les consommateurs ambivalents qui sont attirés à la fois par la marque et par ses concurrents. Et dernièrement, on peut distinguer aussi les consommateurs disponibles qui sont susceptibles d'essayer la marque prochainement. On peut aussi utiliser plusieurs critères en même temps, et les entreprises les appellent la segmentation multicritère. En règle générale, les responsables marketing utilisent simultanément 2 ou 3 critères de segmentation. Il est fréquent de combiner plusieurs critères sociodémographiques tels que l'âge, le revenu et la taille de foyer. De même, plusieurs critères comportementaux peuvent être associés. De plus, les entreprises croisent souvent des critères de nature différente afin de mieux affiner leur compréhension des différents segments. D'autres types de segmentation qui concernent d'autres secteurs ou de marché, qui est le marché des entreprises ou bien le marché business de business. Donc on peut segmenter les marchés d'entreprise en fonction des critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques et comportementaux comparables à ceux évoqués précédemment, mais adaptés spécifiquement aux caractéristiques des entreprises. Plus précisément, on peut identifier 5 catégories de critères de segmentation pour les marchés business to business. Premièrement, les caractéristiques démographiques de l'entreprise cliente. Si les critères les plus utilisés sont le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, sa localisation géographique. Deuxième critère, c'est les paramètres d'exploitation prédominants chez le client, comme par exemple sa technologie, son degré d'utilisation, le degré d'utilisation du produit. C'est l'utilisateur par exemple régulier, occasionnel, niveau d'utilisation, etc. Et aussi ses capacités techniques et financières. Troisième critère, on trouve aussi les méthodes d'achat, comme sa structure d'achat, par exemple concentration sur un ou deux fournisseurs, ou répartition des commandes. On peut aussi baser sur ses politiques, comme les appels d'offres, la mise en concurrence systématique, recherche de partenariats de long terme, et aussi d'autres critères comme des critères d'achat, les prix, la qualité, les services, les délais de livraison, etc. Quatrième critère, c'est les facteurs situationnels, comme le degré d'urgence de la commande, type d'application, taille de commande, et dernièrement, les caractéristiques personnelles des acheteurs, comme la proximité acheteur-vendeur, attitude à l'égard du risque, fidélité, etc. Cette figure que vous voyez représente ces critères de segmentation pour ou dans les marchés de business to business ou bien les marchés des entreprises. Les critères généralement sont interdépendants de sorte que leur pertinence augmente à mesure que l'on avance dans la liste, mais leur mesure devient également plus complexe. Pour choisir les critères appropriés, on peut suivre une approche en 2 étapes. Dans un premier temps, on identifie les macro-segments en se basant sur les caractéristiques faciles à observer telles que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la localisation géographique, le rythme et le volume de commandes. Si les groupes ainsi formés sont homogènes, la segmentation s'arrête à ce stade. Cependant, si des disparités significatives existent entre les groupes et que la macro-segmentation ne permet pas de définir une stratégie marketing ciblée, on procède à une analyse plus approfondie en décomposant chaque groupe en micro-segments selon d'autres critères tels que le processus d'achat, l'influence dominante au sein du processus d'achat, l'utilisation des produits, les avantages recherchés et l'importance accordée aux produits. Par exemple, un fabricant d'aluminium peut effectuer une macro-segmentation en identifiant les secteurs d'activité de ses clients tels que l'automobile,
les canettes de boissons, les bâtiments et travaux publics et la construction. Au sein des secteurs, par exemple, des bâtiments et travaux publics, il peut déterminer quelle application du produit est la plus porteuse, comme les matériaux semi-finis ou les composantes de construction, et choisir de cibler les grandes entreprises. Pour la microsegmentation, les entreprises peuvent être différenciées en fonction des avantages recherchés tels que des prix bas, des services, une qualité supérieure ou des délais de livraison rapides. Une entreprise offrant un niveau élevé de service se concentrera alors sur le segment des entreprises intéressées par cette dimension. Selon les experts en marketing, bien sûr le marketing business to business, il est recommandé de proposer à chaque segment une offre flexible comprenant une configuration de base qui répond aux attentes communes des clients du segment, ainsi que les options supplémentaires appréciées uniquement par certains clients et facturées un supplément. Par exemple, Siemens vend des appareils électriques aux artisans en offrant la garantie et la livraison gratuite, tandis que l'installation, les tests et la connexion au périphérique sont des options payantes. Maintenant qu'on a fini avec les critères de segmentation, on pose la question quelles sont les exigences ou les caractéristiques pour une segmentation efficace. Il existe clairement de nombreuses façons de segmenter un marché, mais afin que la segmentation soit utile, les segments de marché doivent être mesurables, accessibles, un volume suffisant, différenciable et actionnable. Un mesurable, elle porte sur deux niveaux, la taille du segment et le rattachement des acheteurs donnés à un segment. La taille du segment, on pose la question, peut-on déterminer combien on compte de consommateurs aux caractéristiques définies et quel volume il achète? Par rapport au rattachement des acheteurs donnés à un segment, on pose la question, dispose-t-on des informations nécessaires pour savoir à quel segment un individu donné appartient? Pour l'accessibilité, les segments de marché peuvent être atteints et servis de manière efficace. L'entreprise doit pouvoir diriger ses efforts marketing vers les segments choisis en connaissant leurs habitudes en termes de critères de choix des produits, de sensibilité au prix, de fréquentation des réseaux de distribution, d'exposition aux médias, etc. Un volume suffisant si les segments de marché sont suffisamment grands ou rentables pour être servis. Un segment devrait être le groupe homogène le plus important possible, valant la peine de poursuivre avec un programme marketing adapté. Par exemple, il ne serait pas rentable pour un fabricant d'automobiles de développer des voitures spécialement pour les personnes mesurant plus de 2 mètres. Et différenciable, c'est-à-dire que si les hommes et les femmes réagissent de manière similaire aux efforts marketing pour les boissons gazeuses. C'est un exemple. Ils ne constituent pas des segments distincts. Et actionnable ou bien faisable, c'est-à-dire que des programmes efficaces peuvent être conçus pour attirer et servir les segments. Une PME peut identifier correctement les différents segments d'un marché sans pouvoir en tirer parti du fait que ses ressources limitées. Une fois que la segmentation du marché a été réalisée, l'entreprise découvre les opportunités offertes par chaque segment. Elle doit ensuite procéder à une évaluation des différents segments afin de déterminer combien d'entre eux elle peut servir et lesquels elle peut servir de la meilleure manière. On parle alors de ciblage du marché. Qu'est-ce que ça veut dire le ciblage? Le ciblage de marché fait référence au processus de sélection d'un ou plusieurs segments de marché spécifiques sur lequel une entreprise va se concentrer pour promouvoir ses produits ou services. Il s'agit de choisir le public cible le plus susceptible d'être intéressé
par l'offre de l'entreprise et d'adapter les stratégies de marketing en conséquence. Comment on évalue les segments? Après avoir segmenté son marché, toute entreprise doit ensuite évaluer l'opportunité de s'adresser à chaque segment. Deux facteurs doivent être pris en compte: l'attrait des segments et l'objectif et ressources de l'entreprise. L'attrait du segment est déterminé par sa taille, sa croissance, sa rentabilité, son niveau de risque et la présence des concurrents, ce qui influence sa facilité d'accès. Cependant, certains segments doivent être abandonnés non pas parce qu'ils sont intrinsèques, peu intéressants, mais parce qu'ils ne correspondent pas aux objectifs, aux ressources et aux compétences spécifiques de l'entreprise. Chaque segment possède des facteurs clés de succès propres qu'il est nécessaire d'analyser afin de vérifier leur cohérence avec les compétences distinctives de l'entreprise. L'étape suivante dans le ciblage, c'est le choix des cibles. À l'issue de l'analyse, l'entreprise doit déterminer les segments qu'elle décide de viser, c'est-à-dire sa cible. Après avoir évalué les différents segments, l'entreprise doit décider lequel et combien de segments elle ciblera. Un marché cible se compose d'un ensemble d'acheteurs qui partagent des besoins communs et des caractéristiques que l'entreprise décide de servir. Le ciblage des marchés peut être effectué à plusieurs niveaux différents. La figure que vous voyez montre que les entreprises peuvent adopter une approche de ciblage très large, marketing indifférencié ou marketing de masse, très étroite comme le micro-marketing ou personnalisation, ou quelque part entre les deux, c'est comme marketing différencié, c'est plusieurs segments ou concentrés avec un seul segment. On commence par le marketing indifférencié, ou aussi appelé le marketing de masse. Une stratégie de marketing indifférencié ou marketing de masse consiste à concevoir un produit et un plan marketing qui permettent d'attirer le plus grand nombre possible d'acheteurs. Elle fait appel au circuit de distribution de masse et à une communication grand public. Cette approche est justifiée lorsque les consommateurs ont des attentes relativement similaires à l'égard de la catégorie de produits et qu'aucun segment naturel distinct n'existe réellement. Donc, marketing indifférencié ou marketing de masse, c'est une stratégie de couverture de marché dans laquelle une entreprise décide d'ignorer les différences entre les segments de marché et de s'adresser à l'ensemble du marché avec une seule offre. Deuxième stratégie de ciblage, c'est le marketing différencié ou de plusieurs segments. Quand le marché contient plusieurs segments distincts, l'entreprise peut opter pour un marketing différencié, qui consiste à concevoir des produits et des plans d'action différents pour chaque segment du marché, tout en s'adressant à l'ensemble d'entre eux. En optant pour une stratégie marketing différenciée ou de segmentation, une entreprise choisit de cibler plusieurs segments de marché et de proposer des offres spécifiques à chacun d'entre eux. En adaptant les produits et les actions marketing à chaque segment, les entreprises espèrent augmenter leurs ventes et renforcer leur position au sein de chaque segment. Cette approche permet d'obtenir un volume de vente global plus élevé que le marketing indifférencié visant l'ensemble des segments. Cependant, le marketing différencié entraîne également
une augmentation du coût d'exploitation. En effet, il est généralement plus coûteux pour une entreprise de développer et de produire par exemple des unités ou des produits différents que 100 unités d'un seul produit. De plus, élaborer des plans marketing distincts pour chaque segment nécessite des études de marché supplémentaires, des prévisions, des analyses de vente, une planification promotionnelle spécifique et une gestion des canaux adaptés. Par ailleurs, lancer des campagnes publicitaires distinctes pour atteindre différents segments de marché engendre des coûts de promotion plus élevés. Ainsi, lors de la décision d'adopter une stratégie de marketing différenciée, l'entreprise doit évaluer les ventes potentiellement accrues par rapport aux coûts supplémentaires engendrés. La troisième stratégie de ciblage est le marketing concentré. Lorsqu'une entreprise adopte une stratégie de marketing concentré, aussi appelée le marketing de niche, au lieu de chercher à obtenir une petite part d'un vaste marché, elle vise à obtenir une part importante d'un ou de quelques segments ou niches plus restreints. Le ciblage de niche permet aux petites entreprises de concentrer leurs ressources limitées sur des segments qui peuvent être insignifiants ou négligés par de plus grands concurrents. De nombreuses entreprises commencent en se positionnant sur une niche pour se faire une place face à des concurrents plus importants et disposant de plus de ressources, puis elles élargissent ensuite leur champ d'action pour devenir des concurrents plus généralistes. La quatrième stratégie de ciblage, le micro-marketing, aussi appelé le marketing personnalisé. Le micro-marketing consiste à adapter les produits et les programmes marketing au goût des individus spécifiques et au segment des clients locaux. Le marketing personnalisé va encore plus loin en reconnaissant que chaque client est unique et mérite un traitement spécifique. Avec l'abondance de données sur chaque client et la flexibilité croissante des usines, il est désormais possible de personnaliser les produits, les messages et les médias. Passons maintenant à la troisième étape de la stratégie marketing, le positionnement. Le positionnement est le processus stratégique par lequel une entreprise cherche à créer et à occuper une place distincte et valorisée dans l'esprit des consommateurs par rapport à ses concurrents. Il s'agit de l'image ou de la perception que les consommateurs ont d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise par rapport à ses concurrents sur le marché. Le positionnement vise à différencier et à communiquer de manière efficace les caractéristiques uniques, les avantages et les valeurs ajoutées d'une offre pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques des consommateurs cibles. L'objectif du positionnement est de créer une association mentale positive et distinctive qui influence les choix des consommateurs et favorise la préférence pour une marque ou un produit donné. Le mapping. Le choix du positionnement s'appuie en général sur des cartes perceptuelles du marché appelées mapping ou bien la cartographie. Le mapping fait référence à la représentation visuelle ou graphique de la position concurrentielle des marques ou des produits sur un plan cartésien. Le mapping permet de visualiser et de comparer la perception du consommateur à l'égard de différentes marques ou produits en fonction de certaines dimensions clés. Ces dimensions
peuvent être des attributs du produit, des bénéfices recherchés, des valeurs symboliques ou tout autre critère pertinent pour les consommateurs. En plaçant les marques ou les produits sur une carte en fonction de leur position sur ces dimensions, on peut observer leur position relative par rapport à leurs concurrents. Cela permet de visualiser les forces et les faiblesses de chaque marque, d'identifier les opportunités de différenciation et de déterminer les stratégies de positionnement potentielles. Le mapping est un outil précieux pour les entreprises afin de comprendre comment sont perçus par les consommateurs, d'évaluer leur position concurrentielle et de prendre des décisions stratégiques pour améliorer leur positionnement sur le marché. Comme vous voyez ici dans cet exemple de mapping dans le secteur automobile, on a adopté deux dimensions, c'est la dimension prix et la dimension qualité. Pour le prix, il y a de haut prix et bas prix. Aussi pour la qualité, c'est haute qualité et bas qualité. Vous voyez ici par exemple pour le positionnement de Mercedes. Mercedes est une marque automobile de luxe renommée et réputée pour son haut niveau de qualité et d'innovation. La marque se positionne dans le segment premium des marchés automobiles. En termes de prix, Mercedes occupe généralement une position plus élevée, proposant des véhicules avec des tarifs plus élevés que la moyenne. Cela reflète le positionnement de Mercedes en tant que Mercedes de luxe et de prestige. En ce qui concerne la qualité, Mercedes se positionne comme offrant une excellente qualité de fabrication, définition haute gamme et des performances supérieures. Les véhicules Mercedes sont souvent équipés de technologies de pointe et de caractéristiques de sécurité avancées, ce qui renforce leur réputation en tant que voiture de haute qualité et de prestige. Vous voyez ici pour la marque Dacia. Dacia est une marque automobile qui se concentre sur l'accessibilité et la valeur pour l'argent. Elle est connue pour proposer des voitures abordables avec un bon rapport qualité-prix. En termes de prix, Dacia occupe une position plus basse à l'échelle, offrant des véhicules à des tarifs compétitifs et abordables pour un large public. En ce qui concerne la qualité, Dacia se positionne en tant que marque offrant une qualité décente à un prix abordable. Les voitures Dacia sont conçues pour être fonctionnelles et fiables, offrant les caractéristiques de base nécessaires sans fioritures excessives. Dacia met l'accent sur la simplicité et l'efficacité, ce qui est en fait une option attrayante pour les consommateurs recherchant un bon rapport qualité-prix. En résumé, Mercedes se positionne dans le segment premium en offrant des véhicules de luxe avec de qualité et de prix plus élevés, tandis que Dacia se positionne dans le segment d'entrée de gamme en proposant des voitures abordables avec des qualités décentes. Maintenant, comment choisir une stratégie de positionnement? Certaines entreprises trouvent facile de choisir une stratégie de différenciation et de positionnement. Par exemple, une entreprise renommée pour la qualité dans certains segments choisira de se positionner sur cette caractéristique lorsqu'elle aborde un nouveau segment s'il existe suffisamment d'acheteurs en quête de qualité. Cependant, dans de nombreux cas, plusieurs entreprises vont chercher à occuper la même position. Elles devront alors trouver d'autres moyens de se démarquer. Chaque entreprise doit donc différencier son offre en créant un ensemble unique d'avantages qui attireront un groupe important au sein du segment. Avant tout,
Le positionnement d'une marque doit répondre aux besoins et aux préférences de marché cibles bien définis. Par exemple, Starbucks cible une clientèle plus aisée et professionnelle avec un positionnement haut de gamme. Chaque marque réussit car elle crée la proposition de valeur idéale pour son mélange unique de clients. La tâche de positionnement comprend 3 étapes. Identifier un ensemble d'avantages concurrentiels, différenciateurs, sur lesquels construire une position, choisir les bons avantages concurrentiels et définir une stratégie globale de positionnement. Ensuite, l'entreprise doit communiquer et offrir efficacement la position choisie sur le marché. Tout d'abord, en commençant par identifier un ensemble d'avantages concurrentiels différenciateurs. Afin de créer des relations lucratives avec leurs clients cibles, les marketeurs doivent avoir une compréhension des besoins des clients et offrir une valeur supérieure à celle de leurs concurrents. Lorsqu'une entreprise parvient à se différencier et à se positionner en offrant une valeur client supérieure, elle obtient un avantage concurrentiel. Qu'est-ce que ça veut dire un avantage concurrentiel? Un avantage sur les concurrents obtenu en offrant une valeur client supérieure, soit en proposant des prix plus bas, soit en fournissant plus d'avantages justifiant des prix plus élevés. Donc, un avantage concurrentiel, c'est-à-dire l'avantage que l'entreprise a par rapport à ses concurrents, que ce soit en termes de prix ou bien en termes de qualité et de valeur. Deuxièmement, choisir les bons avantages concurrentiels. Imaginons qu'une entreprise ait la chance de trouver plusieurs possibilités de différenciation offrant des avantages concurrentiels. Elle doit maintenant sélectionner celles sur lesquelles elle va bâtir sa stratégie de positionnement. Il lui incombe de décider combien de différences elle va promouvoir et lesquelles choisir. Commençons par combien de différences, c'est-à-dire en termes d'avantages concurrentiels. Beaucoup de spécialistes du marketing estiment que les entreprises devraient promouvoir de manière agressive un seul avantage auprès du marché cible. Chaque entreprise devrait développer une proposition unique de vente pour chaque marque et s'y tenir. Chaque marque devrait choisir un attribut et se présenter comme le numéro 1 dans ce domaine. Les consommateurs ont tendance à mieux se souvenir du leader, surtout dans notre société où la communication est omniprésente. D'autres pensent que les entreprises devraient se positionner sur plus d'un différenciateur. Cela peut être nécessaire si 2 ou plusieurs entreprises prétendent être les meilleures sur le même attribut. Aujourd'hui, à une époque où le marché de masse se fragmente en de nombreux petits segments, les entreprises et les marques cherchent à élargir leur stratégie de positionnement afin de séduire un plus grand nombre de segments. Deuxième élément, quelle différence à promouvoir? Toutes les différences de marque ne sont pas significatives ou valables et chaque différence a le potentiel de créer les coûts pour les entreprises ainsi que les avantages pour les clients. Une différence vaut la peine d'être établie dans la mesure où elle satisfait les critères suivants: importante, distinctive, communicable, préemptive, abordable et rentable. Importante, c'est-à-dire la différence apporte un bénéfice très apprécié par les acheteurs cibles.
Distinctive si les concurrents n'offrent pas la différence ou l'entreprise peut l'offrir d'une manière plus distinctive. Communicable si la différence est communicable et visible pour les acheteurs. Préemptive si les concurrents ne peuvent pas facilement copier la différence. Abordable si les acheteurs peuvent se permettre de payer pour la différence. Et dernièrement rentable si l'entreprise peut introduire la différence d'une manière rentable. Quatrième étape du positionnement, offrir et communiquer la position choisie. Une fois que l'entreprise a choisi une position, elle doit mettre en place des mesures concrètes pour offrir et communiquer cette position à ses clients cibles. Toutes les actions de la stratégie marketing de l'entreprise doivent soutenir le positionnement choisi. Cela nécessite plus que de discours, mais une véritable mise en œuvre. Par exemple, si l'entreprise vise une position axée sur la qualité et le service, elle doit réellement offrir cette qualité et ce service. La conception du mix marketing, comprenant le produit, le prix, la distribution et la promotion, implique de travailler sur les détails tactiques de la stratégie de positionnement. Une stratégie qui choisit une position plus pour plus, c'est qu'elle doit proposer des produits de haute qualité, facturer des prix élevés, s'associer à des distributeurs de qualité et faire de la publicité dans les médias de qualité. Elle doit également investir dans la formation du personnel du service, trouver des détaillants réputés pour leurs services et développer des contenus de vente et de publicité qui soutiennent cette offre supérieure. C'est ainsi que l'entreprise peut construire une position cohérente et crédible. Cependant, il est souvent plus facile pour les entreprises de concevoir une stratégie de positionnement que de la mettre en œuvre. L'établissement d'une position ou son changement prend généralement beaucoup de temps alors que les positions qui ont mis dans des années à être construites peuvent être rapidement perdues. Une fois que l'entreprise a atteint la position souhaitée, elle doit maintenir cette position en assurant des performances et une communication cohérente. Elle doit surveiller attentivement les évolutions des besoins des consommateurs et les stratégies des concurrents et adapter sa position au fil du temps. Cependant, l'entreprise doit éviter les changements brusques qui pourraient créer de la confusion chez les consommateurs. Au contraire, la position d'un produit doit évoluer progressivement pour s'adapter à l'environnement marketing en constante évolution. Et avant de terminer notre cours, on fait un petit résumé de ce qu'on a fait et aussi quelques concepts clés. Donc, nous avons vu que l'élaboration d'une stratégie marketing repose sur trois éléments fondateurs. La segmentation des marchés, le ciblage des clients visés et le positionnement de l'offre. L'entreprise commence par identifier des groupes de consommateurs dont les besoins sont homogènes. Elle décide ensuite à qui s'adresser de manière à mieux satisfaire sa cible que ses concurrents. Enfin, elle positionne son offre de sorte que le marché visé reconnaisse ses spécificités. La première étape de la stratégie marketing est la segmentation des marchés. La segmentation de marché consiste à diviser un marché en groupes distincts d'acheteurs ayant des besoins, des caractéristiques
ou des comportements différents et pouvant nécessiter des stratégies ou des mélanges marketing distincts. Les principales variables de segmentation sont géographiques, démographiques, psychographiques et comportementales. Dans la segmentation géographique, le marché est divisé en différentes unités géographiques telles que les pays, les régions, les États, les comtés, les villes, voire des quartiers. Et dans la segmentation démographique, le marché est divisé en groupes basés sur des variables démographiques, notamment l'âge, le stade du cycle de vie, le sexe, le revenu, la profession, l'éducation, la religion, l'origine ethnique et la génération. Et dans la segmentation psychographique, le marché est divisé en différents groupes basés sur la classe sociale, le mode de vie ou les caractéristiques de personnalité. Et dans la segmentation comportementale, le marché est divisé en groupes basés sur les connaissances, les attitudes, les utilisations ou les réponses des consommateurs concernant un produit. Deuxième étape de stratégie marketing, le ciblage. Une fois les groupes identifiés, le ciblage de marché évalue l'attrait de chaque segment de marché et sélectionne un ou plusieurs segments à servir. Pour cibler les meilleurs segments de marché, l'entreprise évalue d'abord la taille et les caractéristiques de croissance de chaque segment ainsi que leur attractivité structurelle et leur compatibilité avec les objectifs et les ressources de l'entreprise. Elle doit choisir ensuite l'une des 4 stratégies de ciblage de marché allant d'un ciblage très large à un ciblage très étroit. Le vendeur peut ignorer les différences entre les segments et adopter une approche de marketing indifférencié ou marketing de masse. Cela implique de produire en masse, de distribuer en masse et de promouvoir de la même manière le même produit pour tous les consommateurs. Ou le vendeur peut adopter un marketing différencié en développant des offres commerciales différentes pour plusieurs segments. Le marketing aussi concentré ou marketing de niche consiste à se concentrer uniquement sur un ou plusieurs segments de marché. Et enfin, le micro-marketing consiste à adapter les produits et les programmes marketing au goût des individus et des lieux spécifiques. Le micro-marketing comprend le marketing local et le marketing individuel. La meilleure stratégie de ciblage dépend des ressources de l'entreprise, de la variabilité du produit, du stade du cycle de vie du produit, de la variabilité du marché et des stratégies marketing de la concurrence. La dernière étape de stratégie marketing, le positionnement. Le positionnement consiste à positionner l'offre sur le marché dans l'esprit des clients cibles. Une stratégie marketing axée sur la valeur pour les clients cherche à construire les bonnes relations avec les bons clients. La tâche de positionnement se compose de 3 étapes. Identifier un ensemble de différenciations potentielles qui créent un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un avantage par rapport à nos concurrents en offrant des bas prix ou des meilleurs prix avec une qualité très sophistiquée. Et aussi choisir les avantages sur lesquels construire une position.
Et dernièrement, sélectionner une stratégie de positionnement global. Et donc, on a terminé le cours d'aujourd'hui qui était sur la stratégie marketing. Donc, le prochain cours sera consacré au deuxième chapitre sur le produit. Donc, on va maintenant passer à la troisième étape du processus marketing qui est le plan marketing. Parce que maintenant qu'on a établi une stratégie marketing, on essaie comment les mettre en œuvre. Comment les mettre en œuvre? C'est au travers un plan marketing qui consiste sur une politique de produit, une politique de prix, une politique de distribution et une politique de communication. C'est ça en général le plan marketing. Donc le prochain cours sera consacré à la politique produit. Donc merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.